vois, typiquement, on est en train de finaliser la première opération dans laquelle on est co-investisseur et c'est un portefeuille, tu vois, aujourd'hui de 23 millions d'euros d'actifs immobiliers. Tu n'arrives au succès que si tu as vécu ces échecs, pris ces murs dans la figure. On était à Paris, on était à Lyon, on était au Google Campus, on était à Station F, on était en pleine effervescence et le Covid est arrivé parce que les grands groupes immobiliers en France, souvent c'est quand même un peu des dinosaures, ils sont pas très outillés de manière digitale, donc c'est des discussions qui prennent du temps. Nous sommes à Paris un jeudi plutôt animé. Je m'apprête à rencontrer une figure emblématique de l'immobilier français. Hello Lorraine, comment vas-tu? Hello Déo, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Lorraine Danin, son nom est peut-être nouveau pour certains, mais elle est une des pionnières dans le domaine de l'investissement immobilier accessible. En 2023, Forbes France l'a reconnue parmi les 40 femmes d'exception qui ont marqué l'année et fait rayonner la France à l'international. Qui es-tu en dehors de ton rôle d'entrepreneur? Alors, en dehors de mon rôle d'entrepreneur, je suis une femme qui a grandi à Paris, issue d'une famille de 3 filles. Donc, j'ai 2 sœurs. J'ai 34 ans. Je suis assez passionnée par tout un tas de choses, notamment l'équitation, les sports en général. Voilà, j'ai grandi dans un très bon environnement, un petit cocon quand même à Paris. J'ai fait des études de droit, puis de finance et j'ai commencé ma carrière en banque privée. Donc je faisais du conseil en investissement pour des grandes fortunes et c'est un monde que j'ai quitté en 2018 pour lancer ma boîte. Quel aspect de ton enfance ou de ta vie personnelle ont influencé tes choix professionnels? Alors moi, pas mal d'aspects, je dirais que j'ai pas mal d'inspirations qui me viennent de ma famille. J'ai un père entrepreneur dans l'immobilier, une mère profession libérale, une forte culture de l'indépendance dans ma famille. Et j'ai toujours évolué, oui, dans des milieux d'entrepreneurs, globalement, en me disant que j'allais faire mes premières armes et puis un jour, quand j'aurai la bonne idée, je me lancerai. Donc, pas mal d'influences de mes amis, de mes proches, et voilà, une culture assez forte de la liberté et de l'indépendance qui m'ont poussée aussi à vouloir me lancer et prendre mon envol aussi en 2018. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à passer de la finance à l'entrepreneuriat? Alors, beaucoup de sujets. Je dirais que j'ai toujours été une bonne élève dans ma vie, un peu là où on nous attend quand on fait des bonnes études et qu'on arrive dans des milieux où on gagne bien sa vie, on a un bon boss, enfin, on a un job en CDI, etc. Et surtout dans des mondes de banque privée où ça peut paraître un petit peu difficile d'accès. Et, euh, et quelque part, j'avais une petite flamme en moi qui me, voilà, qui me parlait en me disant, je pense que je sais pas vraiment si je suis là parce que j'ai choisi d'être là ou parce que c'est vraiment une vocation. Et la question a été vite répondue, donc j'ai voulu explorer en fait au-delà de la finance parce que j'aimais les thématiques d'investissement, j'aimais la relation avec mes clients. J'avais une super bonne équipe. J'ai eu la chance de tomber voilà, sur une équipe. Je travaillais en duo avec un banquier privé qui m'a beaucoup formée. J'ai appris beaucoup de choses. Mais quelque part, le carcan de l'entreprise et des grands groupes bancaires, je me sentais un petit peu à l'étroit, on va dire, dans mon rôle de banquière et j'avais envie d'explorer d'autres choses. Donc, c'est pas tant voilà, le job en lui-même qui ne me plaisait pas, c'est plutôt, tu vois, l'approche corporate dans laquelle je me sentais un petit peu oppressée et je me suis dit que j'allais explorer d'autres voies par moi-même. Et de là, je suis partie. J'ai eu le déclic parce qu'il y a eu cette bonne idée qui arrivait au bon moment, on va dire, avec mon meilleur ami qui vivait des sujets de colocation,
de recherche de logements difficiles. Et moi, à l'époque, j'avais aussi une coloc chez moi. Et en fait, on s'est retrouvés autour d'une même problématique Wow. qui était le logement en colocation, bien s'entendre avec ses colocataires, comment faire en sorte d'avoir une expérience où on trouve à la fois un logement et les bonnes personnes avec lesquelles habiter. Et on s'est pris de passion tous les deux pour cette idée. Et on a décidé de quitter notre job respectif pour se lancer ensemble dans cette aventure-là. Donc voilà, c'est une combinaison de plein de facteurs. Je pense la petite flamme que tu as en toi qui grandit et le jour où tu as le déclic avec la bonne idée, le sujet vraiment qui te prend aux tripes, c'est là où on a décidé de prendre ce virage. Lorraine a débuté sa carrière dans la finance chez Natixis Hills Management. À 26 ans, passionnée par la convergence de la technologie et de l'immobilier, elle cofonde Homies en 2017, une plateforme innovante dédiée à la colocation pour les générations Y et Z. Est-ce que justement tu peux nous parler de ce moment décisif qui vous a poussé à cofonder Homi? Alors Woomies, c'est venu un petit peu par hasard. Alex, qui est mon meilleur ami, lui c'est un entrepreneur avec beaucoup d'idées. On échangeait beaucoup sur ses différentes idées de business. Lui il travaillait déjà dans le monde du digital chez Criteo. Donc il avait un ADN et une appétence très forte pour l'innovation déjà. Et moi je venais d'un monde beaucoup plus strict, beaucoup plus conventionnel en fait, de la banque privée. Et j'avais une approche où j'avais envie de liberté, envie de découvrir énormément de choses. Et je pense que j'avais une curiosité assez forte qui n'était pas assouvie en fait par mon quotidien de bancaire. Et quand on est arrivé, Alex et moi, à prendre un verre ensemble par hasard en discutant de nos galères respectives de coloc, il m'a parlé de créer, enfin tu vois, de cette idée de créer un Tinder de la coloc. Euh, et puis là, tout est parti. Ça a déclenché vraiment ma curiosité, le fait de vouloir regarder tout ce qui se passe à l'étranger. Lui, il avait vécu à l'étranger des galères, que ce soit à New York, à Londres, à Paris, enfin dans toutes les grandes villes ou à Singapour, les galères de logement. On s'est rendu compte que voilà, il y avait toujours la même problématique. Euh, et donc, en creusant, quand tu te rends compte que ça te prend aux tripes et que t'endors plus de la nuit et que ton job il a plus aucune saveur et que tu as vraiment envie de te lancer parce que tu le sens et que tu as envie de l'explorer à fond. Et je suis quelqu'un qui fait les choses en général quand je me lance, j'y vais à 100% et je me pose pas de questions et je fais les choses vraiment à fond parce que je le sentais comme ça. Et donc il y a eu une combinaison de notre complémentarité, notre amitié, notre vision des choses communes. Et puis là, ça a été réellement un déclic, en fait, de se rencontrer, enfin, de trouver cette idée-là au moment où on vivait cette galère-là, lui comme moi, et qu'on l'avait expérimenté, en fait. Peux-tu nous parler justement des défis que vous avez rencontrés avec Homi et comment ils t'ont préparé pour Blocks? Alors, les défis, il y en a eu beaucoup, 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 évidemment, parce que quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, que tu as 26 ans, tu connais pas grand-chose, hein. Donc tu dois découvrir un peu tous les aspects, surtout quand tu pars sur un sujet technologique, parce qu'il y avait une création d'une application. Le but, c'était vraiment de créer une application qui combine la recherche de logement, le matching entre colocataires, un peu comme sur une app de rencontre. Donc on a découvert tout un tas de sujets, évidemment, liés à la création de l'entreprise, du marketing, de la tech, du business développement, de comment on crée un business plan, etc. Et je dirais que les plus gros challenges, nous, on est arrivé à un moment où c'était plus facile quelque part de lever de l'argent sur une idée. Et on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont réellement propulsés, aidés, accompagnés. On a été dans des incubateurs, on a postulé, voilà, on était à Paris, on était à Londres, on était au Google Campus, on a été à Station F, on était en pleine effervescence et on a eu la chance d'avoir des gens qui nous accompagnent, des entrepreneurs réellement très inspirants, qui avaient déjà réussi, etc., qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Et on est arrivé dans une époque où des boîtes en B2C, donc vraiment qui s'adressent en grand public,
avec des innovations technologiques, etc., étaient financées en se disant, on va créer cette application, créer une communauté, et puis on monétisera plus tard. Bon, avec le recul, c'est des erreurs qu'on ne referait pas, mais on a été dans un moment de marché où on a pu le faire, et en fait, on est arrivé au moment du développement commercial, et le Covid est arrivé. Et donc, on était sur le marché de la colocation, on a commencé à développer d'autres segments qui étaient le co-living, les résidences étudiantes. Et au moment de nous adresser à nos premiers clients, on a signé les premiers clients, qui étaient des grands groupes immobiliers. Non seulement ça prend du temps, parce que les grands groupes immobiliers en France, souvent, c'est quand même un peu des dinosaures. Ils ne sont pas très outillés de manière digitale, donc c'est des discussions qui prennent du temps à implémenter, etc. Et le Covid, clairement, a mis un gros coup d'arrêt dans le marché, puisque les gens ne pouvaient plus déménager, évidemment. Donc tout s'est arrêté. On a eu une année très difficile. Ensuite, on a eu vraiment beaucoup de mal à nous relever de ça. Et on a essayé plein de manières de monétiser. Mais à la fois, le marché est très difficile. Ce marché-là est très difficile parce que les marges sont très faibles. Donc, il faut faire beaucoup de volume de réservation de logement pour gagner bien sa vie. Et pour faire beaucoup de volume, il faut se faire connaître. Donc, il faut des fonds, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend en marchant. Mais on a eu beaucoup de challenges sur la monétisation de cette société et le business model qui était pas viable en fait par rapport à ce qu'on envisageait. Donc on a eu des problèmes de financement, on a eu des problèmes pour déployer vraiment à grande échelle la société. On est tombé dans des mauvais moments de marché avec des fonds d'investissement, avec des ventes qui n'ont pas pu se faire, une vente qui n'a pas pu se faire. Et voilà, et c'est ce qui a fait que on a dû arrêter l'aventure en 2022. Ok, justement, quelle leçon as-tu tiré de cette expérience? Alors des leçons, tu sais, c'est assez marrant parce que plus tu avances dans le temps, plus les leçons, elles diffèrent, enfin, elles évoluent. Bien sûr, tu as des leçons évidentes qui sont que tu lances pas un business sans business model. C'est la base. Donc, tu vois, il y a le côté start-up qui fait rêver, les belles idées, etc. Mais c'est qui est prêt à payer pour combien et comment rencontre ton marché le plus vite possible, tu vois, c'est euh, la vraie clé en fait de succès. C'est évidemment tu peux avoir de la demande, mais si tu n'arrives pas à monétiser, à trouver ton bon point d'équilibre pour ton business, ça devient très compliqué. Ensuite, il y a plein de business, enfin voilà, tu as des leçons business, des leçons personnelles aussi, de pas te laisser de côté parce que ta vie personnelle, quand tu es entrepreneur et que c'est ta première boîte, faut savoir que tu mets beaucoup d'énergie dedans. Moi, je suis quelqu'un de très passionné, donc forcément, ça m'a mobilisé beaucoup d'énergie sur les 5 années de développement de Woomies. Et donc, tu as des leçons personnelles à en tirer parce que forcément, tu fais des sacrifices financiers sur ta vie personnelle, voilà, que tu refais pas sur ta deuxième société parce que tu as plus de maturité, tu as plus de recul sur les choses. Donc oui, ça peut te coûter quand même. Ça vaut le coup, mais il faut avoir conscience que ça t'impacte aussi, tu vois, à différents niveaux de ta vie. Et donc, ouais, il y a tout un tas de leçons. Évidemment, c'est ça qui est très riche dans l'entrepreneuriat. C'est que, évidemment, je le regrette pour rien au monde. Et au contraire, je suis extrêmement heureuse d'avoir vécu et de le vivre encore aujourd'hui. Parce que sans avoir vécu tout ça, aujourd'hui, j'en serais pas là non plus. Et j'aurais pas cette même approche. Je pense que c'est une vraie maturité dans le business que d'avoir des échecs, de te confronter à des challenges. Et en fait, on croit que moi, les plus grands entrepreneurs que je rencontre, euh, on croit que voilà, c'est facile pour eux, etc. Pas du tout. C'est que des gens qui ont eu énormément d'échecs. On parle Des toujours montagnes russes. évidemment des succès, mais tu n'arrives au succès que si tu as vécu ces échecs
et vécu et pris ces murs dans la figure. Parce que c'est comme ça que tu deviens meilleur. Après le succès initial de Humi, Lorraine a dû faire face à sa fermeture. Cependant, sa détermination l'a conduite à lancer Blocks.co en 2023, une plateforme démocratisant l'investissement immobilier commercial dès 100 €, rendant ces opportunités accessibles au grand public. Comment Blocks se distingue-t-il dans le secteur de l'investissement immobilier? Alors, nous, maintenant, c'est Capi. Donc, on a fait évoluer Blocks. Blocks, c'était l'idée qu'on a développée depuis 2 ans avec mon associé Olivier Gérard, qui est un ponte de l'immobilier en France, parce qu'il a dirigé des grandes maisons d'investissement comme Cushman & Wakefield, CBRE. Il a été à la tête de plusieurs milliers de personnes et de gros fonds d'investissement aussi qu'il a créés. Donc, il a une expertise qui est très, très forte sur la partie d'investissement immobilier. Jérôme Chabin, qui est mon mentor et associé aujourd'hui, qui est un entrepreneur hors norme, vraiment, puisqu'il a monté un groupe qui s'appelle IAD, qui est aujourd'hui une licorne, c'est-à-dire une société valorisée plus d'1 milliard d'euros. Donc, il a énormément d'expérience aussi à nous apporter sur la partie business, sur la partie IMO. Et en fait, on s'est réunis en se disant Blocks, on va ouvrir l'accès à des produits immobiliers très professionnels qui sont normalement réservés à des pros ou des gens initiés en fait, et on va ouvrir ça aux particuliers et aux gens qui veulent investir simplement en immobilier. Donc on a lancé cette plateforme spécialisée en immobilier commercial qu'on a fait évoluer aujourd'hui dans un club d'investissement qui s'appelle Capi. Et ce club, on est toujours dans cet ADN-là de rendre accessibles des produits difficiles d'accès pour l'investisseur privé, mais on le fait différemment sous un format assez premium aujourd'hui, puisqu'on a quelques dossiers qu'on sélectionne vraiment qui sont triés sur le volet pour investir aux côtés de grands noms de l'immobilier qui font aujourd'hui des opérations à plusieurs dizaines de millions d'euros. Par exemple, une acquisition d'un hôtel, une acquisition d'un portefeuille d'appartements très haut de gamme, des acquisitions d'immeubles en bloc, donc des opérations qui sont avec des barrières à l'entrée importantes pour les particuliers, qui sont néanmoins des dossiers qui sont partagés entre professionnels et gens aguerris dans le secteur. Et aujourd'hui, on a cette partie d'investissement qu'on ouvre à nos membres. Donc nous, on réunit nos membres pour co-investir. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont réunis dans une même société, et nous, le fait de pouvoir réunir plusieurs investisseurs nous permet de nous greffer à ces gros opérateurs-là immobiliers et de leur ouvrir des ponts entre les très très bons investissements immobiliers et justement le particulier qui veut investir quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à quelques millions d'euros. Donc on est dans cette logique-là, et en plus on est dans une logique de club parce que les rencontres en fait, au-delà de l'investissement c'est un monde qui est assez froid, qui parfois, on parle de chiffres, on parle de finances, ça peut faire peur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment l'immobilier, mais il y a beaucoup de barrières pour investir dans l'immobilier. Ça, déjà, c'est chronophage, et 2, quand on n'a pas le réseau, on sait très bien qu'on n'a pas accès au bon dossier immobilier, parce que c'est pas sur une plateforme internet qu'on va trouver la bonne affaire immobilière. Donc l'idée, c'est de faciliter à la fois l'investissement, mais surtout de promouvoir les rencontres, et parce que on s'enrichit évidemment des rencontres qu'on va faire quand on investit ensemble sur des projets immobiliers. On a des professionnels, on a des entrepreneurs, on a des professions libérales, on a des artistes, on a tout un tas de personnes en fait qui ont envie d'investir dans l'immobilier, et c'est ça qui est très riche dans le format de club, parce qu'on organise des événements. Là, on a lancé nos dîners chaque mois en petit comité, dans des très beaux endroits, en format très exclusif, où on a à la fois un invité d'honneur qui est souvent quelqu'un qui a très bien réussi son parcours d'investissement immobilier. On va avoir des athlètes, on va avoir des entrepreneurs qui ont très bien réussi, etc. Et on réunit ces gens-là autour d'un dîner, et c'est un dîner par mois réservé aux membres Platinum et VIP du club, pour échanger, pour s'enrichir. Et donc là, on est plutôt dans une logique de club d'affaires, ou de networking, où les gens peuvent vraiment échanger. Alors bien sûr, il y a la thématique de l'immobilier au milieu, mais on passe vraiment des bons moments.
Et tous les trimestres, on va avoir des formats un peu plus élargis où là, on va organiser une soirée du club pour réunir nos membres et leur permettre de se connecter, d'échanger. Comme je te le disais, on a une ADN entrepreneur assez forte dans le club. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, on a à la fois des gens du monde de la tech, des gens du monde de l'immobilier, des gens voilà, avec des parcours complètement différents, des gens, des financiers. Enfin, et c'est ça que je trouve assez sympa et même génial parce que moi, je me suis toujours inspirée des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je trouve qu'une rencontre, ça peut réellement modifier le cours de ta carrière, de ta vie. Et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat. C'est que tu t'alignes avec tes valeurs, tu fais les choses un peu à ta manière. Et nous, le but avec Capi, c'est réellement de créer une expérience plus moderne, plus accessible, tu vois, de l'investissement, mais tout en promouvant vraiment les rencontres de qualité, parce qu'on est vraiment dans cette démarche de rendre accessible des très très bons investissements et surtout dans un environnement où on a des gens passionnés, des gens de qualité, des entrepreneurs. Et le but, c'est de s'inspirer, de s'enrichir de tout ça. Depuis son lancement, Blocks.co, qui est devenu aujourd'hui Capi Club, a permis à de nombreux investisseurs d'accéder à des opportunités immobilières autrefois réservées à une élite, transformant ainsi le paysage de l'investissement immobilier en France. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de chiffres. Ouais. Et quels sont les chiffres clés actuels de Capi que tu aimerais partager? Alors, Capi, donc on a lancé en novembre, tu vois, c'est très récent. On est en train de finaliser la première opération immobilière. Donc nous, on travaille, on a un concept qui s'appelle le Club Deal. Le Club Deal, c'est justement la réunion de plusieurs investisseurs pour co-investir dans des projets. Et là, tu vois, typiquement, on est en train de finaliser la première opération dans laquelle on est co-investisseur. Et c'est un portefeuille, tu vois, aujourd'hui de 23 millions d'euros d'actifs immobiliers. Donc on parle de 12 appartements très haut de gamme à Paris en partenariat avec un très très gros acteur qui a une très bonne réputation sur le marché immobilier, qui est un professionnel. Et aujourd'hui, tu vois, on est sur des volumes d'investissement entre 1 et 5 millions d'euros par opération. Et donc là, typiquement, on finalise cette première opération avec un premier million d'euros qui a été levé via notre réseau du club. Et donc, aujourd'hui, on est sur des tickets, tu vois, qui vont de 10 000 euros à 300 000 euros dans ce deal-là. On va en proposer un autre en mars. Mais globalement, on est dans cette logique où on réunit à la fois des personnes qui ont un certain patrimoine, qui vont investir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros dans des deals. Et on va avoir des gens qui commencent leur parcours d'investisseur, qui s'y intéressent, qui ont envie de diversifier et qui, à partir de 10 000 euros, 20 000, 30 000, 50 000 euros, vont pouvoir investir dans les mêmes conditions que ces gens-là. Donc, tu vois, pour te donner cette idée-là, aujourd'hui, on a 1 million sur les 10 millions d'euros de fonds propres qui sont apportés dans l'opération, qui ont été levés. Et ensuite, on va viser d'autres opérations. Donc là, la prochaine, elle arrive en mars. Et on va être toujours sur cette logique où on propose des opérations très exclusives. Donc, ça peut être là, on est sur un portefeuille, donc il y a 12 appartements, c'est qui est assez intéressant, qui sont loués en logement meublé de tourisme haut de gamme. Et sur les prochaines, on regarde des sujets d'acquisition d'hôtels, on regarde des acquisitions d'immeubles à Paris. On ne s'interdit pas du tout d'aller regarder d'autres typologies d'investissement à l'étranger aussi pour la suite. Donc on considère qu'il y a des marchés qui sont assez intéressants et qui ne sont pas faciles d'accès pour des investisseurs français, où on a d'ailleurs d'autres investisseurs qui viennent même voilà, du Canada. On a des investisseurs étrangers qui commencent à rejoindre le club. Donc c'est vraiment intéressant parce que on a une ADN internationale, je pense. Enfin, moi, j'ai aussi vécu à l'étranger, Olivier aussi. Et donc on a l'ambition, en tout cas, de proposer et de réunir des investisseurs de différents horizons et de différents pays. Ouais. Et quelle est ta vision pour l'avenir de Capi et de l'investissement immobilier en France? Alors, de Capi, je pense nous, on est
en train de construire un vrai réseau aujourd'hui de qualité d'investisseurs qui ont envie voilà, d'investir dans des bonnes conditions sur des sujets de qualité, mais au côté vraiment voilà, dans un environnement qui est stimulant parce que il y a ces événements et ces rencontres, ces partages entre entrepreneurs, comme je le disais, investisseurs. Donc on est vraiment, pour moi, la vision, c'est vraiment de construire un réseau solide d'investisseurs immobiliers, euh, quels que soient les profils, avec réellement une dynamique entrepreneuriale. Mais on construit un réseau qui va être, pour moi, un réseau au-delà des frontières françaises, évidemment. Euh, la vision, pourquoi pas, serait d'avoir nos lieux. Tu vois, tu connais moi, j'aime bien l'idée des members club à l'étranger. Ayant été à Londres quelque temps, j'aime bien cette dynamique de club d'affaires où tu as des lieux de rencontre pour vraiment faciliter les échanges et créer du lien entre investisseurs. Donc, pour moi, la vision, c'est vraiment de créer ce réseau en France et à l'international euh, avec à la fois des professionnels immobiliers de grande qualité qui nous proposent de rentrer sur leurs opérations et des investisseurs également de qualité qui sont là pour investir mais aussi pour partager des choses. Donc on est vraiment dans cette logique de réseau euh, voilà, de qualité sur la France et l'étranger. Tu parlais de la vision de l'immobilier, de l'investissement immobilier sur le marché français. Écoute, c'est comme tout marché, ce sont des marchés qui sont cycliques. Nous, on reste toujours dans une logique de co-investissement, donc on s'assure d'investir avec des professionnels de confiance. Ça, c'est très important. Donc, on choisit des professionnels, enfin, on choisit. Nous, on se rapproche puisqu'on a un réseau, Olivier comme moi, de grands professionnels. Et l'idée, c'est qu'on travaille main dans la main avec ces professionnels qui maîtrisent les cycles de marché, qui sont là depuis des années. Michael Bertini, avec lequel on a lancé le premier deal, c'est quelqu'un qui fait de l'immobilier depuis 20 ans, qui a plus de 350 millions d'euros aujourd'hui dans son patrimoine au sein de son groupe qui s'appelle le groupe BMF qu'il a monté avec son frère. Et ce sont typiquement cette typologie de personnalités qui maîtrisent le cycle immobilier depuis des années, qui ont su en tirer parti parce que évidemment, quand il y a des crises, ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités. Et surtout, et c'est là où les professionnels ont vraiment une valeur ajoutée importante. Et donc nous, on est dans cette logique où évidemment, on suit les cycles de marché, on regarde le technicien de l'immobilier, c'est mon associé Olivier, et il a 30 ans d'expérience dans ce monde-là. Donc oui, c'est quelqu'un qui sait analyser les bonnes opportunités et les réputations surtout des gens avec lesquels on travaille. Et donc évidemment, là, cette année, il n'y a pas un marché de l'immobilier, il y en a plusieurs déjà. C'est ça qui est important, comme voilà, on ne peut pas mettre tout dans le même sac. Donc il y a le marché de l'hôtellerie, il y a le marché du commerce, il y a le marché du résidentiel, il y a le haut de gamme, il y a le moyen de gamme, il y a le para-hôtelier. Enfin, il y a il y a plusieurs marchés, donc il y en a forcément qui tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres. Mais dans tous les cas, il y a des opportunités et c'est intéressant de voir une dynamique de marché qui reprend des couleurs, en tout cas sur 2025. Ce qu'on étudie et ce qu'on voit, nous, en tout cas sur le marché parisien, parce que les taux baissent et évidemment, bah, c'est toujours des cycles économiques qui impactent le marché. Mais en tout cas, on voit des signaux de reprise qui sont assez forts sur le marché immobilier parisien et notamment sur la partie luxe haut de gamme. Aujourd'hui, sur l'immobilier résidentiel haut de gamme, on voit il y a quand même des signaux assez forts de reprise du marché. Si tu devais repartir de zéro sans ressources, quelle serait ta première étape? Alors, je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément, il y a un accès à la connaissance qui est ultra, ultra pertinent, ultra intéressant pour tout entrepreneur qui veut se lancer. On est à l'ère évidemment des réseaux sociaux, donc
on a accès à tout un tas de contenus vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On peut se former beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années quand on a commencé. On a accès aussi grâce au réseau LinkedIn. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn parce que on peut se faire connaître aujourd'hui sans budget. Et on peut accéder à n'importe qui aujourd'hui sur LinkedIn quasiment en contactant quelqu'un qu'on connaît pas pour développer son réseau. Donc, la chose numéro un à faire pour moi, c'est évidemment se documenter sur son business et les approches qui existent, se former grâce aux vidéos et surtout se montrer, ne pas hésiter à aller voir sur LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'est un outil très puissant parce que t'as pas besoin de budget aujourd'hui pour te faire connaître. T'as pas besoin d'aller mettre des budgets de communication importants, d'aller faire de la pub sur Google, sur Insta, etc. Aujourd'hui, juste avec ton talent quelque part, ta passion, si tu transmets et que tu es régulier et que tu t'imposes, tu t'imposes. Moi, je le fais assez naturellement, mais parfois je manque de temps. Mais je trouve que si tu as un business et que tu veux te faire connaître aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et il y a des outils qui te permettent de propulser ton business. Tu as des outils d'IA, même si tu pars basiquement aujourd'hui de ChatGPT, aujourd'hui, c'est une aide énorme pour un entrepreneur parce que tu peux apprendre énormément de choses, tu peux rédiger 100 fois plus de choses plus facilement, tu peux te donner des idées. Et je trouve que entre les outils IA qui existent et les réseaux sociaux et le fait de pouvoir aujourd'hui avoir une vitrine, que ce soit toi en te filmant avec ton téléphone ou avec des petits budgets, créer du contenu de qualité, c'est hyper important parce que c'est comme ça que tu te fais connaître et que tu vas déployer ton business sans avoir besoin de dépenser des fortunes. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain aujourd'hui de le faire, de l'envisager comme ça. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat sans capital initial? Le conseil numéro un, c'est d'aller au-devant de tes clients déjà potentiels. Donc, pas avoir peur de se confronter au marché. Ça veut dire aller chercher tes prospects sur LinkedIn, faire des études de marché et parler de ton projet. C'est très, très important. On a toujours tendance à se dire non, je vais pas parler de mon projet tant que le truc est pas parfait ou on va me voler l'idée, etc. Pas du tout. Conseil numéro un, c'est en parler, aller aller au devant de tes clients pour tester ton offre parce que l'offre, elle va de toutes les manières évoluer. Il faut pas avoir peur de se planter. Faut pas avoir peur parce que pour 10 bâches, tu vas avoir un retour et c'est peut-être le retour qui va faire que tu vas comprendre quelque chose de ton business et que ça va déclencher quelque chose. Et donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est pas parce qu'un post fait un bid que celui d'après va pas exploser. Mais c'est en testant il y a que en testant d'ailleurs que tu peux comprendre comment réussir en fait ton business. Trop cool. Y a-t-il des habitudes clés qui ont vraiment fait la différence? Moi, j'utilise des outils pour m'organiser, déjà, c'est important. Notion, par exemple, pour ne citer que ça, ou Airtable, qui est un outil assez sympa aussi, où je me dis, en fait, à partir d'un moment où tu en as beaucoup dans tous les sens, il faut que tu aies des outils de productivité pour essayer de t'organiser et de ne pas louper. Tu as l'outil de suivi de tes clients et tu as l'outil de suivi du quotidien. Et ça, c'est important pour moi d'essayer de à chaque fois prendre un peu de recul sur la stratégie, surtout quand tu lances un business. Il faut que tu essayes d'avoir une vision à 3 mois, à 6 mois. Après, plus loin, c'est plus compliqué, mais surtout quand tu te lances. Mais utiliser les bons outils. Moi, maintenant, je me fais une routine de sport, c'est très important pour moi, parce que je le faisais pas quand j'ai eu ma première boîte, parce que j'avais toujours l'impression que j'avais pas le temps de le faire, que
voilà, si je prenais du temps à côté, c'était du temps pas passé sur ma boîte. Mais c'est des erreurs parce que, en fait, ta santé mentale, elle est hyper importante. Enfin, c'est comme un athlète. Tu peux pas être performant si t'es pas bien dans ta tête et dans ton corps. Donc, je trouve qu'un entrepreneur, tu dois le voir comme ça vraiment. Et donc maintenant, je m'impose une routine de sport où 3, 4 fois par semaine, bah, j'ai mon petit pilate le matin, je vais faire de la boxe aussi le week-end. Et ça, c'est important parce que juste pour ton mental et ta vision de toi-même, si tu laisses passer ça et que tu te laisses absorber par tous les problèmes du quotidien, etc., c'est là où ça lâche. Et pour moi, un entrepreneur, il doit réellement se faire passer avant et se le répéter jusqu'à ce que ça rentre, parce que le principal aujourd'hui, pour performer dans son business, c'est ton mental, parce que le meilleur investissement, c'est toi-même quand tu montes une boîte. Donc c'est important et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Ok, donc tu prends pas de douche froide, des trucs comme ça. Non, j'ai pas la. Alors tu vois, il y a beaucoup Tu te lèves pas à d'entrepreneurs. 5 heures du matin. J'ai pas la morning routine avec 4 heures du mat. Je me réveille. Alors j'essaie quand même de faire un peu de pilates, mais pas à 4 heures du mat. Non, ce qui est important, c'est de savoir quel est ton rythme, qu'est-ce qui te correspond. Faut pas écouter. Voilà, il y a pas de méthode ultime pour gagner. Il faut que chacun soit aligné avec sa manière de fonctionner. C'est ça qui est le plus important. Donc non, je me prends pas mon matcha avec 45. Pourquoi pas? Mais c'est pas moi en fait. Donc ce qui me correspond aujourd'hui, c'est de faire à mon rythme, de me mettre moins de pression peut-être, même si c'est difficile parce que je suis quelqu'un qui j'aime le challenge et je me mets beaucoup de pression quand même avec moi-même pour être à la hauteur. Je suis très perfectionniste, mais ça n'empêche pas que bah, quand je suis fatiguée, comme tout le monde on n'est pas des robots. Et voilà, il faut avoir son rythme qui te correspond. Et à partir du moment où voilà, tu as ton rythme, bah, tu sais, il y a des gens qui sont pas du tout du matin, d'autres qui travaillent le soir. Enfin, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de méthode ultime. C'est vraiment qu'est-ce qui te correspond. Le bon équilibre, il n'est pas facile à trouver entre bah, ta vie perso, euh, ta famille, ton couple, tes amis. Enfin, il y a beaucoup de choses. À, mais faut pas se mettre la pression. Il faut se dire, euh, les choses, elles se mettent en place petit à petit et faut pas forcer. Voilà, c'est une des leçons aussi que j'ai tirées de ces dernières années, c'est que quand il y a trop de résistance, que tu dois trop forcer quelque chose et ça te coûte trop d'énergie et de mental, physique, etc. Si tu dois trop forcer, c'est que t'es pas sur la bonne voie. Donc ça, c'est une règle d'or. C'est fais les choses comme tu les envisages. Ça n'empêche pas de te poser les objectifs. Moi, je me pose des objectifs. Mais il faut accepter que ben, voilà, parfois il y a des moments où t'as plus d'énergie, d'autres moins. Et pareil, dans des deals, dans les investissements, voilà, moi j'ai levé de l'argent avec des investisseurs dans mes différentes aventures. Et parfois, c'est éreintant de devoir courir, relancer. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est ingrat hein, d'être entrepreneur parfois. Tu te prends beaucoup de murs, tu te prends beaucoup de refus. Et donc, faut pas se décourager, mais parfois, il faut pas non plus forcer les choses, parce que si elles doivent pas se faire, c'est qu'il y a autre chose derrière qui est encore mieux. Ok. Et si tu devrais donner 3 conseils pratiques aux entrepreneurs qui veulent optimiser leur mindset, leur organisation, quels seraient-ils? Ah, bah alors, j'en ai parlé. J'en ai parlé, les 3 conseils. Je dirais, utiliser les bons outils d'organisation. Moi, j'ai parlé de Notion, que j'aime beaucoup, de Airtable. Donc, utiliser les bons outils, euh, bien s'organiser. Alors, tout dépend si tu es avec des associés, bien se répartir les tâches, voilà, pour pas se marcher dessus. Euh,
Et le troisième, c'est pas s'oublier, enfin vraiment pas s'oublier dans l'histoire et se faire, voilà, se poser la question de est-ce que aujourd'hui euh, je suis à ma bonne place, est-ce que mon niveau d'énergie est bon, est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais, c'est très important parce que si tu souffres en créant un business, bien sûr qu'il y a des phases de doute, ça c'est évident. Mais, euh, mais vraiment, voilà, toujours se poser la question de comment tu te sens avec toi-même, quoi. Ok. Mm. Et tu as parlé tout à l'heure de mentor, que tu as un mentor. Est-ce que Ouais, c'est important d'avoir un mentor aujourd'hui dans le business? ouais, t'as raison, très très important. Oui, et je dirais même d'ailleurs, c'est un des principaux conseils euh, que je pourrais donner. C'est évidemment aller. Euh, on n'a pas tous la chance de croiser par hasard la route de quelqu'un, mais je trouve que euh, moi, ce qui a fait que je suis aujourd'hui encore entrepreneur et que je continue et que je suis toujours aussi passionnée, c'est les gens qui m'entourent. Et notamment la présence d'un mentor, Jérôme Chabin. Euh, j'ai d'autres entrepreneurs qui m'accompagnent ma route, mais Jérôme, c'est quelqu'un voilà, que j'ai rencontré. Il était mon client chez Natixis quand je bossais en banque et qui a littéralement changé mon état d'esprit en fait, parce que pour lui, c'est quelqu'un qui a toujours vu ses rêves en grand, qui a toujours ce côté très positif de voir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc c'est quelqu'un d'optimiste qui te pousse à croire en toi. Et ça, c'est très important d'avoir des gens qui te tirent vers le haut. Et ça, c'est réellement, si tu n'as pas la chance d'avoir ça, mais moi, je considère qu'il faut aller faire des événements, il faut aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. Et puis, s'il y a des gens que tu admires, il ne faut pas avoir peur de rentrer en contact avec eux bien sûr qu'il y a une chance minime qu'ils te répondent et qu'un jour tu te prennes un café avec ton idole. Mais en fait, il faut pas tant que ça parce que moi, j'ai contacté des gens sur LinkedIn. Je pensais jamais qu'ils allaient me répondre et j'ai été étonnée parce qu'en fait, on se fait tout un plat du succès, etc. D'autres en se disant ils sont inaccessibles. Mais en fait, souvent, c'est des gens très accessibles et ça peut changer vraiment le cours de ta vision et de ce que tu fais, etc. Et moi, c'est vraiment super important aujourd'hui d'avoir dans des périodes de doute, comme d'ailleurs quand ça va bien. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est ce qui est intéressant, en tout cas moi, ce qui m'enrichit, c'est de le partager toutes ces expériences avec des gens qui m'inspirent et des gens qui m'accompagnent ma route. Et donc Jérôme en fait partie. Et ce qu'il a construit, comme entreprise aujourd'hui, IAD, c'est justement ça, c'est basé là-dessus, c'est le basé sur le fait de croire en toi, de croire en ta liberté, que tu vois, parce qu'il a rendu. IAD, c'est le fait de pouvoir être libre parce que tu crées ton propre business, donc tu es indépendant, mais avec tous les outils d'une société qui t'accompagne, tu vois, pour devenir agent immobilier. Et donc, tu as beaucoup de gens qui se sont reconvertis, tu vois, qui avaient des carrières complètement différentes et qui se sont dit, grâce à IAD, ils sont devenus libres et indépendants financièrement. Et ça, c'est une ADN qui est très, très, très forte. Et Jérôme Chabin, c'est quelqu'un de très inspirant, tu vois, qui a inspiré, il a un impact très fort sur les gens qui l'entourent parce que c'est quelqu'un qui décide de voir les capacités. Parce que même quand toi-même, tu crois pas en toi, c'est quelqu'un qui va te pousser à croire dans tes rêves et à te dire, bah, en fait, qu'est-ce que tu risques? Au pire, si tu préfères avoir essayé et jamais regretter, plutôt que de te réveiller dans 20 ans et te dire, ah, mais ça, c'était mon rêve et j'ai pas osé le faire et j'aurais dû. Tu vois, et ça, c'est puissant, je trouve, comme approche. Et je trouve que les gens devraient penser plus comme ça aujourd'hui parce que moi, je vis pleinement et je me dis, bon, bah, évidemment que tu veux que ça marche. Mais je veux surtout pas me réveiller dans 10 ans ou dans 20 ans et me dire, j'ai pas tout fait ou j'ai pas tout essayé pour y arriver. C'est clair, le regret. Mm.
Et j'ai deux questions que je pose à chaque fois. Donc, Ouais. ouais. What is luxury to you? Le luxe, pour moi, c'est l'indépendance, le fait. Pour moi, le luxe, c'est la liberté. Tu vois, c'est la liberté de dire j'ai envie de partager tel ou tel moment et d'avoir le temps de partager des moments avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça le luxe. Le vrai luxe, il n'est pas matériel pour moi. Tu vois, vraiment, cette notion de luxe, c'est le fait de pouvoir pas te brider dans ce que tu as envie de faire et les moments que tu as envie de partager avec les gens qui t'entourent. Ok. Puis, what make you confident? Qu'est-ce qui me rend confiante? Je dirais les gens qui m'entourent. C'est mon entourage qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de force quand même toi, tu y crois moins. Bah, tu as toujours des gens autour de toi qui te font confiance et qui te boostent. Et moi, c'est ça. C'est vraiment ça aujourd'hui. Ok. Bah, merci Lorraine de nous avoir accueillis ici dans vos bureaux. Merci Et à merci toi. pour toute la valeur que tu as partagée. C'était un Et plaisir. c'était très, très, très inspirant. Et encore merci plus, plus. Merci à toi.